Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Rayonnante est née d'une envie, celle de découvrir le travail des nombreux talents qui nous entourent ici à Nantes. Et pour en parler, j'aime beaucoup prendre l'exemple du boulanger. Parce qu'au début de cette histoire, j'avais envie de savoir qui est le boulanger au bout de ma rue, comment est-ce qu'il travaille et quel est son parcours. Et bien ça y est, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, grâce à Pierre-Antoine Arlot de la maison Arlot Cheng, la case boulanger est cochée et pas n'importe laquelle. Pierre-Antoine a ouvert avec sa femme à l'été 2019 la maison, une boulangerie-café d'un genre nouveau entre gastronomie et écologie. Cette adresse sur l'île de Nantes, connue pour son pain au levain, propose des recettes gourmandes, créatives, engagées, à l'image de l'équipe de boulangers-pâtissiers multiculturels que ces globetrotters ont pris soin d'embaucher. En rencontrant Pierre-Antoine, j'avais très envie de discuter avec lui les dessous de son métier de néo-boulanger, du choix de rentrer dans sa ville d'origine pour monter son projet, du travail en couple, de sa vision de la boulangerie d'aujourd'hui et de demain. Pierre-Antoine s'apprêtait au jeu, et ce en toute simplicité. Bref, je n'ai pas été déçue, et j'espère que ce sera votre cas. Allô Pierre-Antoine ? Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu jusqu'à chez moi pour nous parler de toi, du coup, de la maison Arlot Cheng. Avec je plaisir. le prononce bien ou pas d'ailleurs ? Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ok, super. Écoute, c'est trop drôle parce qu'en préparant cette interview, j'ai sollicité, tu vois, les auditeurs de Rayonnante pour savoir quelles questions ils te poseraient. Et figure-toi que j'ai eu énormément à la fois de réponses, mais aussi de messages privés de gens qui me disaient qu'ils admiraient votre travail. Wow. Donc le tien et celui de ta femme, on en parlera après. Et j'ai même eu, alors je cite, je lis mes notes, j'ai même eu une auditrice qui m'a écrit pour me dire que vous étiez de loin la meilleure boulangerie de France et de Belgique sur tous les plans, humain, qualité et créativité. Wow. Je me suis dit qu'il fallait que je te le dise parce que c'est quand même rare d'avoir ce genre de feedback et je me suis dit waouh, quel succès quoi. Je pense qu'on est très touché dès qu'on a des messages comme ça, et c'est souvent des messages super spontanés qui se font plutôt dans les regards, dans les échanges du quotidien. Et ouais, ça fait super plaisir. Mais ça se fait très naturellement, donc ouais, on est dans une dynamique, donc on n'a pas trop le temps des fois de se poser, de regarder ce qui s'est passé dans cette année et demie là, qui s'est passé depuis l'ouverture. Et du coup, c'est dans des petits moments comme ça, quand on fait des échanges avec des gens comme toi, qu'on peut réaliser un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est assez fou. Ouais. Et alors du coup, avant de nous raconter toute cette aventure, on va parler un peu de toi, de ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça en quelques mots ? Alors moi je suis né à Poitiers et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans et puis j'ai rejoint donc la métropole nantaise autour de 7 ans dans le nord, vers Trélières et j'ai grandi là-bas en primaire, collège jusqu'au lycée. Donc j'ai fait tout le nord de Nantes, Trélières, La Chapelle-sur-Erdre, Orvaux. Et à l'âge de 18 ans, après j'avais qu'une seule envie, c'était de partir de Nantes et d'aller découvrir d'autres choses. Du coup, j'ai suivi un peu cette idée de voyage en m'engageant dans un programme d'école de commerce européenne. Et le but, c'était de tous les ans partir à l'étranger. C'est ça qui m'avait vraiment séduit dans ce type d'études. Et du coup, je suis parti en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre et en Chine jusqu'à ma fin d'études. Et suite à un stage de fin d'études en Chine, à Shanghai, j'ai décidé de m'y installer. Et c'est là où j'ai rencontré Changyi, CJ, qui est devenue mon épouse par la suite. Du coup, on a passé un petit bout de temps ensemble en Chine, à Shanghai, dans une période un peu folle, juste avant les Jeux Olympiques, de 2005 à 2010. D'accord. Et on a vu un petit peu ce développement incroyable et cette culture aussi fascinante. Et on a passé 5 ans là-bas. Et puis après, par la suite, on a voulu rentrer en Europe. Quand on s'expatrie, il y a des fois nous on avait ce sentiment avec nos amis expatriés, c'est qu'il y a des zones de non-retour où on est tellement habitué à cette vie d'expatrié, qui est tellement déconnectée, surtout quand on habite très loin de l'Europe, de la vie européenne, qu'on a du mal à revenir. Et du coup on s'était dit pas plus de 5-6 ans pour après peut-être se frotter aussi aux réalités de l'Europe, du marché, du travail là-bas. Du coup, on a fini par rentrer à Paris, où j'ai continué une carrière autour des sujets autour de la création et du design. Donc dans les agences de design et de conseil en stratégie autour du design et des transformations d'entreprise. J'ai fait ça pendant un petit bout de temps à Paris, et puis on a fini par aller à Londres en 2013, où on a continué dans cette carrière-là. Et c'est là que j'ai découvert cette passion pour le pain au levain.
et la gastronomie de manière plus générale, en étant en contact de la diversité londonienne. Et pour ouvrir une petite parenthèse sur ta femme, puisque Maison Arlo Cheng, c'est avant tout un projet de couple, est-ce que tu pourrais nous parler de son parcours à elle ? Chang-Yi, elle a fait des études de langue, du coup, d'anglais, de mandarin, et puis après, elle a continué dans le monde des ressources humaines et du recrutement à l'international. Du coup, elle allait chercher des talents un peu partout dans le monde pour des entreprises à Shanghai, puis à Paris et à Londres. Mais elle est issue d'une famille de restaurateurs et du coup une vraie passion pour l'hospitalité aussi, l'accueil. Et c'est comme ça un petit peu que la genèse du projet de la maison, de notre maison boulangerie café est née, autour de nos passions et de ce qu'on aime vraiment faire, quoi, tous les deux. Et si on revient justement un petit peu sur toi, donc qu'est-ce que tu penses que ces différentes expériences en entreprise, en tant que salarié, t'ont apporté ? Moi, j'ai toujours été de l'autre côté du spectre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire j'étais du côté du conseiller, du consultant, du penseur ou du stratège ou du planeur, mais pas vraiment du faiseur. Et c'était extrêmement frustrant à l'époque, je me rappelle, avec nos designers à Londres notamment, on avait toujours envie de faire, donc on faisait beaucoup de prototypes, on proposait plein d'idées. Et après, il y avait toujours la question de la réalité, des budgets, de la logistique, de comment faire les choses en vrai. Et on était très fort pour séduire les clients avec des idées, mais c'était souvent plus dur de les faire et de les délivrer dans le concret. Et du coup, ça m'a appris beaucoup sur l'organisation et la création, mais pas tant que ça sur le faire. Et du coup, c'est ce qui m'avait aussi motivé dans ce projet entrepreneurial, c'était de faire et d'avoir un vrai impact concret et pas juste d'être dans un monde de boardroom et de PowerPoint assez des fois détaché du réel. Et du coup, tu fais ce constat-là, mais à quel moment tu as ce déclic et tu te dis, allez, je vais changer de métier, je vais passer de l'autre côté, comme tu disais, du côté des faiseurs, et je choisis la voie du pain, de la boulangerie Je pense que ça s'est fait progressivement. C'est quelque chose qui peut-être mûrit au fil des années en soi. Mais il y a un déclic clairement au moment de la naissance de notre fille. Et à cette époque, il y a beaucoup de choses qui sont... En fait, je pense qu'on est poussé un peu dans ces retranchements quand on a un enfant, surtout le premier. Et du coup, ça pousse aussi à réfléchir sur globalement ce qui nous entoure, pourquoi on fait ça. Et si je continue dans cette voie-là, où est-ce que je vais atterrir dans 10, 20, 30 ans ? Et du coup, on s'est beaucoup posé ces questions-là à ce moment-là en disant qu'est-ce qu'on veut faire ? Et on s'est dit, quand tu arrives à cet âge de la trentaine, c'est un peu, pour nous, c'était un peu notre dernier moment où on aurait pu peut-être tout changer avec des enfants assez jeunes pour pouvoir absorber des changements de pays, des changements de culture, des changements de métier, des changements d'environnement assez radicaux. Et en même temps, avoir le temps de construire quelque chose parce que un projet, tu vois, comme le nôtre, ça a pris 3 ans. 3 à 4 ans entre l'idée et la réalisation, ce qui est quand même assez rapide, c'est-à-dire qu'on a tout fait à la suite, on n'a pas eu de temps mort, mais ça prend ce temps-là. Et une fois qu'on a ouvert un projet, il y a au moins 7 à 10 ans avant d'avoir un retour sur investissement, donc tu t'engages dans un truc qui va durer entre 15 et 20 ans. D'accord. Du coup, voilà, on avait cette horloge naturelle aussi qui dit, quand tu arrives à 30 ans, c'est peut-être le moment qu'il faut utiliser. Et on a eu ce déclic à ce moment-là, ça aurait pu être avant. Mais ça s'est fait à ce moment-là. Ouais. Et tout de suite, vous avez dit que vous vouliez travailler ensemble, en couple ? Oui et non, parce qu'en fait, on n'était pas du tout dans les mêmes milieux. Et on est très opposés en termes de caractère et de compétences. Mais en même temps complémentaires. Et c'est ça qui était rigolo. Donc je pense que ça s'est fait pour nous parce qu'on a aussi ces profils complémentaires et opposés. Mais en même temps, je ne me voyais pas, moi, monter un projet entrepreneurial aussi intense que celui-là, en étant déconnecté de mon épouse, qui, elle, aurait peut-être un travail de bureau comme elle avait avant. Comment allier les deux ? C'est-à-dire un qui est 7 jours sur 7 dans son projet entrepreneurial et l'autre qui est sur un autre rythme. Je trouvais ça assez compliqué, surtout quand on a des enfants à gérer. Et de pas non plus de dire moi je fais le projet entrepreneurial cool et je me mets à fond dedans et toi tu t'occupes d'avoir peut-être un salaire stable. Alors ça aurait peut-être été bien d'un point de vue peut-être financier et sécurité, mais on se voyait qu'en termes d'énergie et d'harmonie de couple, ça aurait été peut-être plus compliqué de le faire en déconnexion.
Du coup, on a construit le projet autour de nos passions et nos compétences. Donc, une partie plus orientée boulangerie, gastronomie, création. Donc ça, c'est plutôt mon domaine. Et une partie plutôt hospitalité, expérience, coffee shop. Et du coup, là, c'est l'accueil des clients, c'est l'animation d'un lieu, c'est la vente, c'est tout ça. Donc, et CJ, et le métier de barista aussi que CJ a appris pour lancer ce projet. Du coup, voilà, on a un peu ces deux... en anglais, on dit front of the house et back of the house. Donc, on a un petit peu... Voilà, et il y a forcément plein de liens, et il y a des zones tampons, mais c'est deux périmètres très, très différents. Et on a d'autres couples d'amis qui ont aussi ce mode opératoire. Et en final, c'est assez puissant parce qu'on a un petit peu un œil à 360 sur tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir Nantes comme ville pour monter ce projet ? Un terrain de jeu assez libre et assez ouvert, et un terrain vraiment à défricher où il n'y avait pas énormément de choses dans notre périmètre. Et on a hésité au début, on voulait aller plutôt à Amsterdam ou à Copenhague parce qu'on a de la famille en Hollande via CJ. On a beaucoup d'amis aussi au Danemark. Et on s'était dit, aller dans une métropole qui est déjà plus sophistiquée dans ce type de projet, ça serait peut-être plus facile de trouver une clientèle, etc. Puis au final, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être plus intéressant de le faire à Nantes où le terrain est assez vierge. Et il y a tellement de potentiel, il y a tellement de culture, de création, d'énergie vive qu'on pourrait faire un truc encore plus fou là-bas, quoi. Et c'est un peu pour ça qu'on se bat aussi, c'est de mettre sur le devant de la scène Nantes au niveau international et pas juste d'un point de vue local de dire on fait des choses bien sur l'échelle de Nantes. On se dit il se passe des choses à Nantes que vous voyez nulle part ailleurs parce qu'on a un terroir de fou, parce qu'on a plein d'artisans et d'autres entrepreneurs créatifs qui sont là. Quand on voit l'énergie qu'il y a sur l'île de Nantes, c'est hallucinant, quoi. On n'a pas forcément l'équivalent ailleurs en France, je trouve, d'avoir sur un périmètre assez réduit des designers, des écoles, des startups, des gens qui font de l'art de rue, Ça vous nourrit au quotidien, ça vous... Ouais, ça nourrit, puis ça crée des rencontres assez naturelles parce que des gens viennent à la maison, des artistes viennent répéter à Stéréolux ou sont en résidence et ils viennent prendre un café, on discute et puis on se dit pourquoi pas on ferait un événement ensemble. On voit Jean Blaise qui vient prendre du pain et on le salue et puis on discute de ce qui se passe au niveau du pouls touristique et culturel de la ville. On voit les gens qui sont sur le voyage à Nantes et l'étape de Nantes qui passent, les étudiants les internationaux. J'ai été assez impressionné en fait de voir le nombre d'étudiants et de jeunes qui viennent d'Asie, d'Amérique du Nord, ou d'ailleurs à Nantes, et d'ailleurs qui sont à la recherche de lieux où on peut parler anglais, où on peut retrouver des produits qui viennent de chez eux. Donc quand on a fait des brioches type coréenne ou japonaise, on avait plein de japonais, de coréens qui venaient, et c'était tous étudiants à Audencia ou à l'école des Beaux-Arts. Donc du coup, votre clientèle, elle n'est pas que nantaise en fait. Elle est vraiment internationale. Ouais, elle est de partout, et c'est vrai que les machines aussi de Lille attirent énormément d'étrangers. Et beaucoup d'Européens. On a eu beaucoup d'Allemands, de Suisses, de Nordiques, d'Espagnols, mais aussi on a eu pas mal d'Américains, pas mal de... Donc évidemment en ce moment c'est plus le cas, mais on a senti ça dès le premier été quand on a ouvert en août, de voir beaucoup de gens différents. On reviendra justement sur votre emplacement, on s'en reparlera un petit peu plus longuement, mais du coup, vu qu'on parle de Nantes, je reste un peu là-dessus. Il y a aussi ce qu'on se disait un peu en off avant d'enregistrer, vous avez une vraie force et un vrai talent, selon moi, c'est d'interagir justement avec tout votre écosystème nantais et rien qu'avec toute la partie restauration, tous les restaurateurs nantais. Qu'est-ce que ça vous apporte et surtout, quelle est l'origine de cette idée ? C'était de créer c'est la maison, quand on y rentre, en fait, on rentre dans l'atelier et on est dans un espace complètement transparent. Et du coup, l'idée, c'est que tout le monde peut aussi passer une tête et venir parler avec nous. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé avec les restaurateurs. On a eu Romain Bonnet de Restaurant Omija, Dominique Coac de Pickles ou Richard Cornet de l'Aménité, Sarah Mingui de Vacarme qui sont venus dès les premiers jours ou juste avant l'ouverture pour dire « Ah tiens, qu'est-ce que vous faites ?» et ça a créé des échanges comme ça assez naturels. Et quand on se retrouve sur une philosophie commune au niveau de la gastronomie, ça crée des liens assez forts très vite. Et puis après, c'est quelque chose de très naturel et très organique. C'est-à-dire qu'il y a du bouche à oreille qui se fait aussi.
Et ça s'est développé comme ça. C'était pas un axe de développement pour nous de dire on va aller voir tous les restaurateurs à Nantes pour leur dire on fait ci, on fait ça. Non, ça s'est fait très, 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 très naturellement comme ça. Et il y a la même chose en fait pour les photographes qui travaillent avec nous, les artistes, les artisans. Ça se fait un peu de manière organique. On essaye, d'un côté, on essaie d'être très sélectif sur les collaborations ou les projets qu'on engage parce que notre temps est limité. Nos énergies sont limitées, c'est-à-dire qu'on a une équipe mais qui n'est pas extensible à l'infini, donc on ne peut pas tout faire. Donc on essaie Vous êtes combien aujourd'hui chez Maison On a commencé à 5 et là on est à peu près 9 parce qu'on a des apprentis aussi ou des stagiaires qui viennent. Donc ça dépend des semaines, mais ça peut aller jusqu'à 9 en ce moment. Et voilà, du coup on essaie de concentrer nos forces sur des projets dans lesquels on croit, et du coup on a des critères qu'on essaye d'appliquer à chaque fois, et si ça correspond, si ça match, on y va à fond. Et quels sont justement vos critères de sélection ? Alors c'est d'abord, nous on a 2 dimensions. La dimension de tout ce qu'on fait, ça doit avoir une certaine dimension de simplicité et de qualité, c'est-à-dire que les deux doivent aller ensemble. On dit on peut manger simple et manger mieux. Et du coup le pain ça nous semblait être cet élément, tu vois, le plus simple, juste de la farine, de l'eau, du sel, et tu peux faire tellement de choses avec. C'est notre pain quotidien, c'est quelque chose de tous les jours, mais en même temps ça peut être très mal fait, ça peut être vite fait, ça peut être industrialisé. Donc comment on fait un pain sain, naturel, avec les meilleurs ingrédients, et du coup t'en as pas beaucoup, donc on peut être très précis là-dessus. Donc tout ce qu'on fait, ça doit être dans une espèce de simplicité. Si ça devient trop alambiqué, trop sophistiqué, ça peut perdre un peu le but, parce que ça doit être démocratique et accessible à tous. Là je t'ai amené une miche de pain, c'est le pain des anciens. C'est un pain, un gros pain de campagne à l'ancienne, au levain, qui va se garder longtemps. Tu vas voir, et le goût va évoluer suivant les jours aussi. Tu vas pouvoir faire plein de choses avec si t'en reste, l'utiliser dans différentes recettes aussi pour cuisiner. Ouais. Ah, c'est drôle, je ne savais pas que le goût évoluait parce que le levain est un produit vivant à la base, donc c'est des bactéries et des levures indigènes que nous on cultive dans un levain et qui vont faire lever la pâte, mais qui vont aussi donner des arômes, une complexité aromatique. Et du coup, tu as un process de bactéries qui vont créer des arômes lactiques ou acides ou acétiques. Et ces arômes vont s'intensifier avec le temps. Donc nous, on fait des levains très jeunes, donc peu acides, mais l'intensité va venir plus tu vas garder le pain. Donc le pain va aussi maturer un petit peu suivant s'il fait très chaud, il va plus vite dessécher, s'il va rester plus humide. Donc c'est un pain, souvent des gros pains à l'ancienne. Maintenant, c'est souvent les pains les plus chers dans les boulangeries. Nous, au contraire, c'est notre premier prix. Donc voilà, c'est cette idée d'ingrédients simples, produits de tous les jours, mais maximum de qualité et du coup maximum d'impact positif sur la société, sur nos clients, sur notre environnement. Et c'est pour cette raison que tu as choisi du coup de travailler du pain en levain ? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le pain qui se garde, le bon sens en fait, un petit peu qu'avaient nos anciens dans la conservation des aliments, dans le zéro déchet naturel, parce que tout le pain était d'or, tu jetais pas le pain. Le pain, il avait plein de vies différentes, il avait plein d'usages différents, mais on le jetait surtout pas. Et du coup, sortir un peu du monde du pain jetable, c'est pain blanc un peu, tu vois, qui est produit en gros volume, en grosse quantité, mais qui est tout le temps dans les étals remplis. Et puis si on en a trop, c'est pas grave, on le jette parce qu'il coûte pas cher et on peut en refaire d'autres. Donc redonner un petit peu du sens aussi dans la manière de consommer. Donc ça, c'est le premier critère, simplicité, qualité. Et le deuxième, c'est nouveauté, intemporalité. Donc la nouveauté, c'est toujours nouveau, toujours aller chercher des nouvelles idées. Et du coup, on s'inspire beaucoup de nos aventures, de nos voyages. On est une équipe très multiculturelle, tu vois, pâtissière japonaise, boulanger italien. On avait des baristas coréennes dans l'équipe. Et du coup, l'idée, c'est d'aller peut-être chercher des techniques de fermentation, de cuisine qui viennent d'ailleurs, pour mettre en valeur notre terroir local, ce qu'on a ici à Nantes. Mais sans tomber dans les tendances un peu éphémères qu'on peut voir un peu partout. Et maintenant, tu vois, dans le monde des réseaux, d'Instagram, tout est très visuel et tout est très rapide et tout est très copié-collé très vite. Donc il suffit que on décore un espace
à Londres ou en Californie d'une certaine manière et que ça crée un certain buzz, et tout le monde fait pareil. Et du coup, on se retrouve avec des avocats de toast partout, dans tous les coffee shops du monde, sans penser que en Californie, il y a des avocats partout et il n'y en a pas forcément à Nantes. Du coup, on essaye de se dire, il faut que ça soit intemporel. C'est-à-dire que l'impact qu'on donne, il doit durer dans le temps, et il doit être positif dans le temps, et il doit avoir du sens. Donc on essaye de ne pas céder sur les tendances éphémères, ou en tout cas de réfléchir, si on trouve des idées intéressantes, est-ce qu'elles font sens dans le projet global. Donc ça c'est déjà, quand tu sélectionnes comme ça, il y a plein de choses qu'on te propose que tu ne fais pas. Et du coup, ça crée des rencontres très puissantes, parce que, tu vois, on parlait du chocolat tout à l'heure avant l'interview. On a rencontré Laurent là, de l'atelier à Guérande, qui fait du bean to bar, donc qui va chercher des fèves là, qui vont arriver maintenant du Togo directement à Saint-Nazaire en bateau. Et il va les torréfier lui-même, et il va en créer un chocolat d'exception. Et ça va arriver à Nantes pour pouvoir faire des pâtisseries ou des pains au chocolat, des vrais pains au chocolat. Et voilà, ça a vachement de sens. C'est incroyable au niveau des goûts et des arômes. C'est supérieur à tout ce qu'on a pu goûter ailleurs, même chez les plus grandes marques de chocolat. Et puis il y a un vrai procédé artisanal qui permet de faire des choses en bio, mais aussi en équitable, en rémunérant les gens derrière de manière juste. Concrètement, avec lui, là, si on prend cet exemple, ça s'est passé comment? Donc tu vas le solliciter, Alors oui, Laurent, on l'a vraiment sollicité parce qu'en fait, on cherchait un partenaire pour le chocolat, et on s'est dit, nous, tout est bio, tous nos ingrédients sont bio. Donc déjà, ça, c'est une première exigence. Et tout ce qui est bio n'est pas forcément bon. Et du coup, nous, l'idée, c'est vraiment de concilier gastronomie et écologie, donc d'avoir des choses certes locales, saines, bio, mais il faut que ça soit bon, quoi. Il faut que ça donne du plaisir aux gens. Il faut qu'on arrive à créer des émotions culinaires avec ça. Du coup, on a goûté plein de chocolats, et déjà, du chocolat bio, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. Et du coup, on est tombé sur Laurent, qui était un peu le seul à faire ça. C'est un peu unique ce qu'il fait en France, hein. C'est vraiment incroyable. Du coup, tu vois, quand je te parlais d'écosystème nantais ou de territoire autour de l'Ouest qui est assez incroyable. Et voilà, on l'a rencontré, puis il est très ouvert à tout ça. Donc on a échangé avec lui au début. Donc là, on ne s'est pas encore lancé. Là, tu vas goûter des choses un peu en avant-première. Mais ça a l'air trop bon en plus. Tu verras, on va travailler plusieurs produits en chocolat avec des terroirs très différents. Un peu comme le café, comme ce qu'on fait sur le café, avec des cafés de spécialité, avec des arômes et des terroirs différents. Mais on va faire la même chose avec le chocolat, et ça crée vraiment des vraies différences au niveau des arômes, quoi. L'une de vos forces, t'en parlais un peu, hein, c'est vraiment de travailler sur des produits locaux, de saison, tout en proposant des créations originales qui sont issues de différentes cultures. Quelles sont du coup tes inspirations ? C'est des inspirations, moi, de mes voyages, mais aussi de l'équipe. Donc tu vois, là, je t'ai ramené la tartelette aux noix Azuki. Donc tartelette aux noix, c'est vraiment un produit assez français, du terroir, tu vois, qui est un peu oublié aussi. Et le Azuki, c'est un haricot rouge japonais qui est vraiment utilisé de plein de manières différentes en pâtisserie, en gourmandise au Japon. Et du coup, Konatsu a eu l'idée de l'associer à la noix. C'est même cultivé dans le Maine-et-Loire, le Azuki, donc on peut en trouver en local. Et du coup, on fait une association, une alliance entre ces différentes choses. Ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre de ma formation, je suis allé en Provence pour apprendre la panification au levain chez Thomas Teffry-Chambellan. Et du coup, il m'a fait découvrir la pompe à huile, qui est la brioche du Sud, donc une brioche à l'huile d'olive sans beurre, vegan, parce que là-bas, c'est un peu leur beurre, c'est leur huile d'olive. Et du coup, ça nous a donné l'idée de créer un buns brioché enrichi à l'huile d'olive, très gourmand. Et on est un peu entre le donut et la brioche, entre le beignet et la brioche, à quelque chose de très gourmand. Et voilà, on fait une petite brioche comme ça, plutôt provençale, mais adaptée à notre sauce, quoi. Donc là, il y a plein de choses comme ça qui viennent nous influencer, nous inspirer. Mais vous partez d'un besoin au départ ? On part d'envie, d'inspiration, donc on fait des brainstorming avec l'équipe et on essaye de mapper un petit peu tout ce qu'on aimerait faire. Et après, des fois, il y a des stimuli, tu vois, quand Laurent nous ramène du chocolat d'exception, ça nous donne plein d'idées. Quand notre meunier nous donne des farines, on va avoir là du rouge de Morvan, qui est une variété ancienne de la région. Voilà, ça va nous donner des idées. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Là, on a eu du Corazan aussi, qui est l'ancêtre du blé, une variété aussi ancienne, non hybridée.
Et du coup, on avait un sac de farine et puis on avait envie de faire du pain de mie à la japonaise, du shokupan. Donc un pain de mie très moelleux, très cotonneux pour faire des super sandwichs. Et du coup, on a intégré cette farine de Corazan ancienne, qui est pauvre en gluten, qui est très jaune, ocre, qui a un goût assez sucré, pour la mettre dans un pain de mie. Et du coup, le pain de mie, c'est souvent un produit industriel, et puis c'est souvent, même quand c'est fait artisanalement, avec des farines très fortes en gluten, très blanches, très raffinées. Et du coup, on trouve un espèce d'équilibre avec un pain de mie, mais 100% naturel, avec Corazan à l'intérieur. Donc c'est assez fou d'arriver à trouver ça. Mais c'est parce que notre meunier nous propose aussi ces farines-là, et qu'on a un petit peu une palette d'ingrédients avec lesquels on peut jouer, quoi. Et il y en a un que tu préfères ? Un produit ou une recette que tu préfères ? Dans toute notre gamme. Ouais. Moi, ce qui m'a fait venir à tout ça, c'est le pain des anciens. En fait, c'est de retrouver ce pain-là que j'avais pu avoir petit dans ma campagne poitevine avec mes grands-parents. Parce qu'on n'en a pas parlé, tu m'avais dit que tu étais intolérant au gluten, c'est ça ? Alors, ouais, c'est vrai que petit, quand j'étais à Poitiers, très petit, j'ai été diagnostiqué intolérant au gluten avant que ça soit vraiment un sujet de société. Et d'ailleurs, les souvenirs que j'en ai, c'est manger des biscuits sans gluten industriels. Puis après, ça s'est un peu effacé. Tu vois, on est passé à autre chose. Quand je suis allé à Nantes, j'ai recommencé à manger des produits du gluten. Et puis après, on s'est dit, c'est peut-être pas ça. Et on s'est jamais trop reposé la question. Et puis, plus récemment, quand j'étais à Londres, il y a un bouquin qui est sorti sur le dilemme de l'intestin, sur ce deuxième cerveau qu'est l'intestin, qui peut jouer sur nos émotions, sur des problèmes de digestion, de bien-être. Ce bouquin, il a fait un gros buzz. Ouais, exactement. Du coup, j'ai lu ce livre, ma mère l'a envoyé, je l'ai lu, et je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses à explorer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du pain chez moi, au levain, que j'ai commencé à fréquenter les boulangeries artisanales 100% levain à Londres. Il y a très peu de boulangeries à Londres, mais celles qui existent en artisanal sont souvent des gens hyper engagés qui font du pain d'exception, bien meilleur que ce qu'on peut trouver un peu partout en France. Et du coup, c'est un peu cette vie londonienne très ouverte sur le monde et très qualitative dans la gastronomie qui m'a amené à faire du pain. Et je me suis rendu compte qu'en faisant du pain au levain, on avait des pains qui avaient des très longues fermentations, des fois sur 2 jours. Et du coup, le gluten est prédigéré par les bactéries, par les ferments, qui vont rendre le pain beaucoup, beaucoup plus digeste. Donc, si je fais du pain 100% à la levure, il va être prêt en 1 heure ou 2. Donc là, si je fais ça au levain, ça va me prendre peut-être 2 jours, quoi. Donc ça, c'est pas du tout la même texture et la même digestibilité au final, quoi. Donc ça résout déjà beaucoup de questions. Parce que les gens qui sont vraiment cœliaques ou allergiques sévères au gluten, c'est assez rare, c'est peut-être 2% de la population ici, donc c'est pas répandu autant, mais pour autant, beaucoup de gens se posent des questions sur leur régime, du coup, c'est une manière de répondre à ça, et depuis que je fais ça m'a jamais posé de problème, donc... Et du coup, donc, tu parlais de Londres, en fait, on s'est arrêté un peu là-dessus sur ton parcours. Donc tu es à Londres, tu prends conscience, tu apprends à connaître justement toute cette partie artisanale, etc. et ce pain au levain. Et à ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu te dis, allez, on rentre en France, on s'installe à Nantes et on lance notre boulangerie et je reprends une formation ? Comment ça s'est passé ? Non, d'abord, j'ai fait du pain beaucoup chez moi. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille voir un peu plus proche de la production, de ce qui se passe. Ça me fascinait. Donc, j'ai rencontré d'ailleurs un ami qui s'appelle Alexandre Bettler, qui est un designer suisse qui a fait le Royal College of Art et qui en même temps est devenu boulanger chez lui à Londres. Il a monté sa micro-boulangerie dans sa maison à Londres, et du coup je me suis rapproché de lui, il m'a fait découvrir un petit peu ça, du coup par la création, par ce métier manuel. Et puis j'ai passé un peu de temps chez E5 Bakehouse, qui est une boulangerie assez incroyable à Londres, qui est unique au monde, où il y a à peu près 70 personnes qui travaillent tous les jours là-bas, qui font du pain, qui écrasent leur farine, qui sont meuniers, qui font des super cafés, qui font des super repas végétariens, qui ont une boutique locale incroyable et qui torréfient aussi leur café. Ils font un peu tout sous les arches du métro aérien à l'est de Londres. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps là-bas le soir, des fois le week-end, pour voir un petit peu l'autre côté du miroir, parce que ça peut être très beau et poétique et romantique de l'extérieur, mais il y a aussi la réalité d'un métier manuel, de se lever tôt, de travailler physiquement, qui peut être très dur. Et du coup, c'était important de faire ça avant de
d'enclencher une démarche de projet. Et puis après ça, j'ai décidé du coup de me lancer dans une formation d'artisan boulanger bio, donc à côté d'Aix-en-Provence, à Noyers-sur-Jabron, dans un petit village qui est perché en altitude là dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est Thomas Teffry-Chambellan qui a monté ça, qui est un peu le petit génie du pain au levain en France. Et c'est un prof de biologie, de formation, qui s'est beaucoup intéressé à la science derrière la panification et qui est devenu boulanger, qui a monté plusieurs boulangeries et qui a voulu créer une école pour apprendre vraiment la panification au levain, qui n'est pas appris vraiment dans les cursus type CAP. C'est un peu, c'est pas forcément l'angle principal. Et du coup, il a dit, je vais apprendre à faire du pain naturel, du pain vivant, et d'en faire aussi un projet viable économiquement parlant, parce que faire du pain chez soi ou dans un petit fournil, ça peut être très cool, mais si on n'a pas une organisation derrière, une réflexion sur les prix, sur les marges, sur l'approvisionnement, on va juste pas gagner sa vie en faisant ça, quoi. Donc il y a beaucoup de réflexions pour monter un projet, et du coup ça permet des adultes qui font des reconversions ou qui ont des projets professionnels d'apprendre les techniques, la pratique, la théorie, et puis de monter un projet, un business plan en parallèle. C'est une formation qui dure combien de temps ? Ça dure 4 mois, donc 4 c'est mois hyper intense. Oui, c'est rapide. Ouais. C'est très intense. Pendant 4 mois, on fait beaucoup de production et on fait aussi des stages, des découvertes dans d'autres milieux professionnels. Et à la fin de la formation, on doit donc du coup présenter une gamme de produits pour montrer qu'on a évidemment les techniques nécessaires pour avoir le diplôme, mais aussi on est jugé pendant ces 2 jours de production par un chef d'entreprise boulanger, donc qui juge est-ce qu'on serait employable dans son entreprise, et un employé pour voir si il aimerait bien bosser avec nous. Du coup, on est un peu jugé des 2 côtés, et puis on présente un business plan à la fin. Donc si on a les 2 parties, on peut avoir le diplôme à la fin. Et donc toi, tu as obtenu ton diplôme, et à partir de ce moment-là, tu t'es dit, allez, et à partir de ce moment-là, non, j'ai pas lancé tout de suite, parce que ça me paraissait insuffisant, en tout cas, d'y aller tout de suite. Du coup, j'ai passé du temps, on a fait un peu un tour d'Europe des boulangeries, un peu à l'avant-garde de la gastronomie et de l'écologie. Donc je suis reparti à Londres chez E5 Bakers, je suis allé à Copenhague chez Christian Puglisi, qui est un chef ancien du Noma, qui avait monté un restaurant gastro, mais aussi une boulangerie, une pizzeria qui s'appelle Mirabelle. Et du coup, je suis allé découvrir un petit peu ce monde-là chez lui. Donc j'ai fait ça pendant un temps. Je suis aussi allé à Paris chez Ten Bells Bread, qui a été montée, une boulangerie qui a été montée par une chef. Qui s'appelle pas boulangerie parce qu'elle n'a pas de diplôme de boulanger, mais c'est une super boulangère et avec son équipe elle fait du super pain au levain qu'elle livre notamment à beaucoup de restaurateurs à Paris. Donc je suis allé un petit peu là-bas, et puis j'ai fini par travailler pendant toute une saison estivale chez Pain Paulin au Cap Ferré, donc qui est un ancien de l'école internationale de boulangerie, qui a monté son fournil artisanal à Bordeaux et au Cap Ferré, et du coup j'ai aussi travaillé en tant qu'ouvrier boulanger chez lui pour voir un petit peu toutes les facettes du métier. Et c'était hyper formateur. Et grâce à ces expériences, après, on se sentait un petit peu plus puissant, solide pour s'installer à Nantes et monter le projet. Fin 2018, début 2019, recherche de local, de financement. Ça, c'était aussi assez intense. Ouais, j'imagine. Et voilà, donc Vous avez fait une campagne de crowdfunding, on a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, qui a été super, super intéressante. Beaucoup de soutien. On a aussi été lauréat du réseau Entreprendre Atlantique, donc on a connecté avec le tissu entrepreneurial local. Et puis, ça vous a apporté quoi typiquement d'être lauréat de ce on a un accompagnement, ce qui est top, c'est qu'on se connecte avec un réseau qui est le plus grand réseau entrepreneurial français en fait, donc hyper solidaire. Ça va des jeux de la fromagerie Bayver, je crois, aux gens qui ont fait Imagination Machine sur les îles de Nantes. Donc c'est très varié. Donc on a rencontré des gens dans le bio, des gens dans le design, dans l'entrepreneuriat. Et donc assez puissant. Et puis après, on a un coaching pendant 2 ans avec un autre chef d'entreprise qui nous aide, qui nous aiguille. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et voilà. Et puis après, 2019, dès qu'on a trouvé le local, après travaux, projet architectural,
Et le local, justement, tu reviens là-dessus. C'était important pour vous de vous mettre sur l'île de Nantes ? C'était pas un choix à la base, mais on avait besoin d'espace. Et pour faire un vrai atelier, il faut au moins 150 mètres carrés. Si on voulait faire un coffee shop, il fallait au moins 200 mètres carrés. Du coup, c'est dur à trouver en plein centre-ville. Dans des locaux anciens, il y a des travaux assez importants à faire. Il y a des normes quand on monte un ERP, il y a aussi des questions d'extraction, de puissance électrique. Donc on a dû faire une tranchée dans tout le quartier pour avoir suffisamment de puissance pour pouvoir avoir un four de boulanger. Ouais. Donc on a dû travailler avec Enedis. C'était des gros travaux quand même. On a mis... Il y a beaucoup d'études en fait qui sont faites en amont pour pouvoir implanter un fournil, ça se fait pas comme ça. Et je pensais pas que, du coup, je découvre avec toi. Je pensais pas que c'était autant de travail, de réflexion en amont. En fait, je découvre tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut monter une boutique assez facilement. On peut faire un terminal de cuisson où on fait juste cuire du pain, mais qui est produit ailleurs. Donc souvent les chaînes ou les boulangeries assez conséquentes ont des fournils, des labos de production en périphérie, qui fournissent après des points de vente ou des points de cuisson pour réchauffer. Parce que en ville, on est limité par l'espace et il y a des questions de logistique, comment se faire livrer la farine. On a des palettes d'1 tonne, donc on a dû voir avec la mairie comment créer un espace pour pouvoir s'arrêter juste devant la boulangerie. Donc c'est beaucoup de négociations et d'organisation. Heureusement, on a eu du soutien et on n'a pas lâché, mais c'est vrai que le projet peut s'arrêter à tout moment avec ces challenges aussi techniques. Ouais, bravo, parce que c'est quand même un projet de longue haleine et puis on l'avait jamais fait. Il y a eu des moments où vous avez eu des doutes Tout le temps, tous les jours. Ouais. T'es en permanence dans le doute en fait, parce que tu sais pas, tu l'as pas fait 15 fois. Et même les gens que j'ai rencontrés qui ont ouvert 2 boulangeries ou 2 espaces, à chaque fois il y a d'autres nouveautés, nouveaux challenges on pense avoir gagné en expérience, mais on a toujours des choses à apprendre. Donc on a appris sur le tas, on a fait plein d'erreurs, mais heureusement on s'était beaucoup entouré aussi en amont. Et l'expérience de nos amis ou confrères boulangers nous a permis aussi d'éviter des grosses erreurs. Et la formation à l'école de Thomas aussi a été hyper intéressante, prépondérante. C'est vrai qu'on aurait fait 10 fois plus d'erreurs si on ne l'avait pas fait, quoi. Ouais. Et quand tu parles d'erreurs, il y en a une qui te vient là tout de suite en tête, où tu te dis, si c'était à refaire celle-là, mais il y en a plein. Mais après, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, et quelle est l'image globale du truc. Donc je pense que quand on rentre dans l'espace, et les grandes lignes directrices de ce qu'on voulait faire sont là, et il y a une puissance, il y a des partis pris architecturaux, d'organisation qui sont là, et qui sont pérennes, et qui sont beaux. Donc on a bossé avec un architecte qui n'avait jamais fait de boulangerie, Atelier Mima, donc Sébastien Magrez et Antoine Michaud, et on les a choisis parce qu'ils avaient une approche très minimale, vraiment brute sur les matériaux, de qualité, de simplicité, d'intemporalité, tout ce qu'on essayait de faire, on se reconnectait avec eux. On retrouve un peu une influence nordique, je trouve, dans votre boutique, ouais, très épurée, des matériaux bruts. Et on a créé des choses. Le comptoir en fait central, c'est une pièce de 14 mètres de long qui connecte des tables de façonnage où on fait le pain. Quand on rentre, c'est ce qu'on voit en premier, et à l'autre bout, c'est le comptoir avec la machine à café, les produits. Et cet espace, c'est un grand monolithe comme ça. C'est une pierre en fait qu'on a créée. Au début, on s'est dit on va le faire en granit et tout, parce que c'est local et tout. Mais bon, on s'est dit mais pourquoi pas aller récupérer des chutes de granit ou d'ardoise dans les carrières. Donc on est allé à Saint-Marc-du-Désert, on a pris ça, on a pris du sable dans la Loire et on l'a coulé dans un bois de coffrage comme un béton brut, et ça crée une espèce de vague, de rythme complètement aléatoire en faisant de la récupération de matériaux. Et du coup, je pense qu'on dit souvent que c'est un peu nordique parce que c'est assez épuré et qu'on essaye d'avoir un canevas assez libre, assez pur. Mais en fait, on a créé des choses qui n'existaient pas ailleurs parce que c'est des créations pures sur ce qu'on avait à disposition ici. Donc, je pense qu'on a fait quelque chose qu'on ne verra pas forcément ailleurs à Copenhague ou à Londres. Donc ça, c'était cool. Je me demandais quelle valeur est-ce que tu souhaitais véhiculer derrière le nom de votre boutique ? La maison. C'était cette idée de foyer. Et ça aurait pu s'appeler le foyer aussi. C'est l'idée, le foyer, c'est le feu aussi, quoi. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, d'assez primal, d'avoir un foyer chez soi. C'est assez important. Et un petit bout de pain, ça peut être ça aussi. Tu vois, un pain,
ça vient de, tu vois, copain, ça vient de company, ça vient de partager, casser la croûte, tu vois, break bread en anglais on dit. Donc tu as un côté très proche, tu vois, de casser la croûte, de donner un morceau de pain, d'être copain, c'est qu'on partage du pain ensemble. Et c'est précieux, mais en même temps c'est hyper basique et hyper essentiel. Donc il y a ça derrière la maison, et c'est d'être, voilà, quelles sont les choses les plus simples, les plus essentielles. Là, je te le dis comme ça, c'est pas encore fait, mais on travaille avec plusieurs sculpteurs de bois pour peut-être faire des objets en bois pour présenter, couper le pain, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est un céramiste, il peut faire des petits objets que tu vas utiliser tous les jours. T'en as pas forcément besoin d'en avoir 10 000, mais si tu as une belle tasse, si tu as une belle planche, elle peut peut-être te durer toute ta vie, et tu peux peut-être la transmettre, et tu pourras peut-être raconter une histoire avec. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Et on a trop de chance parce qu'il y a tellement d'artistes et d'artisans ici qui font des choses belles. Donc voilà, la liste est longue, on pourra continuer pendant longtemps comme ça. Ah, c'est trop bien, bravo. Et alors du coup, j'ai une autre question, j'ai plein d'autres questions, mais j'en ai une que je voudrais te poser, que je trouvais intéressante. C'est un auditeur du podcast qui l'a posée, donc c'est pour ça que je veux vraiment te la poser. Est-ce qu'il y a un geste manuel que tu aimes faire et refaire tout au long de la journée ? Alors, ça va être un geste forcément autour de la panification. Je fais pas tous les jours le pain, mais quand je le fais, moi j'aime beaucoup donner des tours à la pâte. Donc c'est cette action en fait après le pétrissage, de donner de la tension à la structure de la pâte. Et du coup c'est une série de rabats. Et du coup il y a un côté, on doit mettre les mains vraiment dedans. On doit même jusqu'au bras, jusqu'au coude des fois, pour aller donner de la tension et tirer la pâte. Et c'est là où on va sentir l'activité de la fermentation. Est-ce qu'on est plutôt en avance, en retard? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça bouge très vite? La force aussi du réseau, du gluten, de la structure. Est-ce que voilà, on commence à prédeviner un petit peu quel pain on va faire. Et c'est hyper sensoriel. Et quand la pâte est belle, quand la pâte est bien lisse, quand on a réussi à faire un bon pétrissage, c'est un sentiment assez fou, quoi. Mais ça peut être aussi horrible si c'est mal fait. Donc c'est un moment assez crucial. Et c'est un vrai plaisir de le faire tous les jours. Ah, c'est top. Elle ressemble à quoi tes journées? Tu peux décrire une journée, c'est très très varié. Mais ça commence souvent... nous, on commence les cuissons à 5h du matin. Pas plus tôt, parce qu'on fait tout sur 2 jours. Donc le pain est préparé la veille pour le lendemain. Il passe toute la nuit en chambre de fermentation. Donc on peut arriver à 5h et cuire dans la foulée le pain. On n'a pas besoin de le préparer pendant la nuit. Ce qui change beaucoup aussi la qualité de vie, parce qu'on est quand même en phase avec le reste de la société. Enfin, même si 5h, ouais. Ça fait des bonnes journées le matin. Mais après, on a les après-midi aussi de libre pour faire d'autres trucs. Donc ça, c'est cool. Et on commence par ça. Donc si je fais la production, ça va être les cuissons. Après, ça va être rafraîchir les levains pour préparer le pain du lendemain. Lancer les pétrins, façonner la pâte. Et du coup, après, la mettre dans des petits paniers, les bannetons en osier qui vont permettre de maintenir la pâte en forme jusqu'à la pousse finale. Et du coup, c'est souvent ça. Et puis après, y a aussi pas mal de rencontres l'après-midi. Donc c'est un moment où je peux faire des échanges avec les gens et les partenaires. Ce serait quoi les prochaines étapes? Ça serait d'avoir d'autres personnes dans l'équipe. Donc on va recruter une personne qui sera head barista, donc en charge de toute la partie café de spécialité. Donc il y a une annonce, une offre qui va paraître bientôt pour trouver cette perle rare. Si jamais il y a des intéressés. Voilà. Et puis une grosse réflexion aussi sur la cuisine qu'on fera un petit peu plus pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer dans cette période de vente à emporter, le midi, mais aussi peut-être le samedi. On faisait des super brunchs avec des grandes tablées qu'on peut plus faire maintenant. Du coup, on essaie de réfléchir à ça pour la suite. On croise les doigts. On espère qu'on va vite passer cette période compliquée. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci pour la qualité de notre échange. C'est très agréable de t'écouter et d'écouter votre projet. Donc bravo à vous deux. Merci. Et à bientôt. À bientôt.
Merci pour votre écoute. J'espère que ma discussion avec Pierre-Antoine vous a donné envie d'aller faire un tour chez Maison Arlecheng. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous pouvez les retrouver au 36 rue Lanoue Bras de Fer, sur l'île de Nantes. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, eh bien parlez-en autour de vous et laissez un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Grégoire Monconduit d'Atelier Rosemood.